le chef de la diplomatie russe. Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. C'est ce qu'il disait hier soir, Sergueï Lavrov. Je voudrais qu'on aille à Moscou retrouver Liseron Boudoul. Liseron, vu de Moscou, comment sont décryptés ces propos de Sergueï Lavrov? Écoutez, vu de Moscou, la phrase du ministre russe des Affaires étrangères n'est pas surprenante. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, depuis déjà plusieurs semaines, en fait, Sergueï Lavrov estime et fait savoir que c'est Washington, avec ses alliés, qui contrôle le pouvoir à Kiev et qui dirige en quelque sorte les opérations militaires ukrainiennes sur le terrain. Washington qui affirme d'ailleurs désormais que l'Ukraine peut gagner la guerre si elle est bien équipée. Alors ici, on qualifie d'inacceptables les dernières annonces américaines de livraison d'armes, des armes de plus en plus puissantes qui peuvent aggraver potentiellement la situation sur le terrain et qui risquent, toujours selon le Kremlin, d'élargir le conflit au-delà des frontières ukrainiennes. Voilà, la menace est brandie. Dans le même temps, Sergueï Lavrov dit vouloir poursuivre les négociations de paix qui, pour le moment, il faut le bien dire, patinent, mais négocier dans ce contexte de tension sans précédent entre Moscou et l'Occident, cela paraît très très compliqué. Liseron Boudoul, depuis Moscou, Anne Kratz, deux choses. Troisième guerre mondiale, ça voudrait dire que tous les pays seraient en guerre militairement parlant. Donc, étymologiquement parlant, c'est pas tout à fait valable. En revanche, les pays occidentaux, et notamment d'ailleurs les États-Unis, disent en fait, c'est un aveu de faiblesse de la Russie de dire ça. Ça veut dire on n'y arrive pas, ça veut dire on ne peut plus faire de menaces nucléaires, on l'a déjà fait, on a bien vu que ça ne marchait pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Un aveu de faiblesse, ça serait plutôt, à mon avis, oui, c'est sans doute quelque part un aveu de faiblesse. Bien sûr, on a vu que les succès de l'opération militaire russe ne sont pas au rendez-vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est aussi une posture jusqu'au boutiste, qui est bien malheureusement confirmée par tout ce qu'on lit de la part des Russes, des conseillers de Poutine, des gens qui savent où se situe actuellement la position ou même, je dirais, le sentiment des Russes vis-à-vis de cette guerre. Et j'ai peur qu'elle ne soit véritablement jusqu'au boutiste. Alors moi, personnellement, je prendrais cette menace finalement assez au sérieux. Parce qu'il est bien évident que si les Russes se sentent vraiment acculés, il suffit qu'ils utilisent un ou deux prétextes, comme par exemple les livraisons d'armes qui arrivent de l'extérieur vers l'Ukraine. Vous pensez qu'on joue avec le feu, en fait? C'est ça? Oui, tout le monde joue un peu avec le feu. Dans cette histoire, tout le monde s'est mis un petit peu le dos au mur. Le président Biden a dit, bon, la guerre en Ukraine, mais nous, on ne va pas y aller, mais on va leur donner tout ce qu'ils veulent, etc. Les Russes, on connaît leur position très jusqu'au boutiste. Les Ukrainiens aussi, et on comprend pourquoi. On comprend pourquoi, surtout au vu de leurs succès initiaux. Et de la galvanisation de leur président Zelensky, qui a fait preuve d'une habileté à être un chef de guerre absolument extraordinaire, et avec beaucoup de courage. Mais on se demande aussi si les Américains, là, n'ont pas fait une erreur, en quelque sorte, en expliquant justement au cours de cette réunion en Allemagne que le but des États-Unis maintenant n'était pas seulement de faire gagner la guerre à l'Ukraine, mais aussi de réduire la Russie à l'impuissance, en quelque sorte, pour les 10 ou 20 prochaines années à venir. Or, si on veut citer un stratège que tout le monde connaît dans les écoles militaires, c'est-à-dire le chinois Sun Tzu, pour gagner une guerre, il faut être l'eau. C'est-à-dire qu'il faut être fluide. Il ne faut pas se mettre dans une position dont on ne pourra plus se départir après. Et là, j'ai l'impression que les Américains se sont mis hier, je ne sais plus quand M. Austin a dit cette phrase. Il a dit très exactement le souhait de voir la Russie s'affaiblir durablement. Voilà. C'est peut-être ça la réponse de M. Lavrov hier, en fait. Voilà, et ça ne peut que renforcer la posture des Russes. Alors, cette fameuse ligne rouge dont parlent les Russes depuis longtemps, au début, c'était si vous donnez des armes, vous serez considéré comme co-belligérant. C'est vrai ce qu'on disait tout au début de cette agression. Et puis avec Vincent, notamment sur le plateau, on a beaucoup dit aussi, en fait, les Russes n'ont pas su réagir, n'ont pas pu réagir. Et donc, les Américains sont en train de pousser un peu le bouchon pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Est-ce que vous pensez, les uns et les autres, même question que je posais à Mme Kratz, est-ce que vous pensez qu'on joue avec le feu, que les États-Unis, notamment, jouent avec le feu dans cette affaire? Bélian Abli. Disons qu'ils relèvent un peu le défi lancé par les Russes. D'une certaine manière, ils essayent de faire la démonstration qu'il est possible de ne pas entrer en guerre tout en faisant face, finalement, au défi stratégique lancé par les Russes. Et faire la démonstration, à contrario, qu'il n'y a pas de vide stratégique face, finalement, à la volonté de puissance de Vladimir Poutine. J'ai l'impression aussi qu'à travers ce type de déclaration, la Russie prend acte
que finalement, le conflit va monter encore en intensité et que l'un des enjeux sera d'identifier le principal responsable. Oui, c'est ça. Et l'enjeu, le vrai adversaire, quoi. Oui, savoir qui est responsable finalement d'une prolongation du conflit, de sa montée en intensité. Et donc, il y a un problème ou un enjeu de légitimité. Et ce à quoi renvoie ce type de déclaration, c'est dire, grosso modo, dont acte, nous avons envahi l'Ukraine, encore que ce n'est jamais reconnu en ces termes aussi clairs et formels, mais finalement, les responsabilités sont partagées. Preuve en est, vous avez aidé militairement, financièrement, vous avez joué avec le feu, etc. Donc il y a aussi cette question, cet enjeu de la répartition des responsabilités. D'ailleurs, Général Chovancy le dit, Sergueï Lavrov, il dit mais en fait on ferait mieux de discuter directement avec les États-Unis puisque ce sont les États-Unis finalement qui décident de tout et qui arment l'Ukraine et donc en fait la guerre elle est faite par les États-Unis via l'Ukraine. Je pense que les États-Unis sont en partie co-belligérants non affichés ou discrets sur le conflit, puisqu'ils soutiennent quand même la cohésion de l'Alliance. Parce que s'il n'y avait pas les Américains, peut-être que l'ensemble des pays concernés par ce conflit ne bougerait pas trop. Donc on vient toujours au poids central des Américains. Je crois que c'est vous qui avez dit tout à l'heure qu'effectivement, vous voyez que les Américains revenaient finalement dans le circuit, dans le jeu européen, alors qu'ils étaient partis à la fin du mois d'août 21. Et puis pour revenir à la Troisième Guerre mondiale, je crois qu'il y a quand même la Troisième Guerre mondiale, entre guillemets, c'est un terme qui fait peur. Il y avait déjà un bouquin qui était sorti en 1983 vers la Troisième Guerre mondiale, Gerald Klaus, vous voyez, ça c'est pas d'aujourd'hui, mais il y a quand même un risque. Il y a un risque. Et moi, je crois que si on devait aller vers cette potentielle Troisième Guerre mondiale, c'est un peu ce qu'a dit M. Poroshenko tout à l'heure, où la question que vous lui avez posée, où il n'a pas tout à fait répondu, et plus exactement, sur le fait, sur le terrain, en gros, est-ce que vous attendez des hommes, finalement, d'ailleurs ? Donc, tant qu'on n'aura pas mis le pied officiellement en Ukraine pour faire la guerre, je pense qu'on ne sera pas au niveau de la Troisième Guerre mondiale. En revanche, si, compte tenu des événements, avec les pressions qu'on a tous les jours pour finalement mettre à genoux la Russie, là, on sera peut-être contraint d'aller jusqu'au bout de notre logique. Voilà. Vincent ? Petite appréciation complémentaire de ce qui vient d'être dit, pour nuancer un peu. D'abord, je pense que pour Moscou, décréter que l'interlocuteur véritable, ce sont les États-Unis, d'abord, ça permet de contribuer à discréditer Volodymyr Zelensky. Il est quand même compliqué d'entreprendre un tête-à-tête avec quelqu'un qu'on a décrit comme un nazion camé pendant des semaines. Ouais. Deuxième chose, c'est se hisser d'une certaine manière à la hauteur de l'hyperpuissance réelle ou supposée que sont les États-Unis. Mais côté américain, moi, tout ça m'inspire une autre lecture, qui est qu'au fond, et ça c'est la phrase que vous rappeliez de Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, affaiblir durablement le potentiel militaire russe, ça veut dire se débarrasser d'une adversité qui n'était pas anticipée à ce point pour revenir à ce qui est l'obsession géostratégique de Washington, c'est-à-dire le tête-à-tête avec la Chine et ses ambitions, notamment dans la zone Indo-Pacifique. Donc tout ça pour dire que les Russes ont toujours cette tendance à vouloir apparaître comme les maîtres du jeu, y compris quand ils sont en situation de faiblesse. Et puisqu'on a cité les grands auteurs, il y a une autre phrase qui me vient spontanément à l'esprit, elle est de Machiavel, celle-là. On commence une guerre quand on veut, on la finit quand on peut. Quand on peut, ouais. D'ailleurs, elle doit résonner aussi chez Volodymyr Zelensky, cette phrase-là, bien évidemment. Alors, le président ukrainien, on en a parlé beaucoup depuis le début de cette émission, c'est vrai qu'il parle déjà à sa population tous les jours. Il est vraiment tous les jours, il publie une vidéo. Il parle aussi évidemment au monde entier et il parle aussi spécifiquement aux Russes. Écoutez. La Russie dépense des ressources énormes pour supporter l'effort de guerre et combattre l'ensemble du monde libre. Poutine prend à son peuple tout ce qui peut servir à développer la Russie et détruire les vies de ses voisins. Mais les leçons de l'histoire sont bien connues. Si vous voulez construire un Reich millénaire, vous allez perdre. Si vous voulez détruire vos voisins, vous allez perdre. Si vous voulez restaurer un ancien empire, vous allez perdre. Et si vous vous en prenez aux Ukrainiens, vous allez perdre. Alors, oui, dit-il, l'Ukraine peut gagner la guerre. La solution n'est-elle pas de dire l'Ukraine peut ne pas la perdre? En tout cas, Anthony Blinken l'a dit aussi hier, ils peuvent gagner la guerre. Je voudrais qu'on aille vous retrouver, Charlie Nurel, à Kiev. Évidemment, ces messages, ils arrivent en priorité à Kiev pour les populations et pour les combattants. Évidemment, on en est toujours persuadé, la Russie perdra cette guerre.
Oui, ils nous disent la détermination, c'est ce qui compte le plus. Et ces habitants, d'ailleurs, nous donnent l'exemple à chaque fois de l'échec de la Russie d'avoir tenu un siège autour de Kiev. Et puis ça va aussi dans ce que disait Petro Poroshenko, l'ancien président, lorsque vous l'interrogiez. Il dit l'Ukraine a montré qu'elle pouvait défendre ses territoires. C'est en somme exactement ce qu'on nous dit quand nous interrogeons tous ces habitants, que ce soit dans la capitale ou dans ses environs. Et vous le disiez, cet appui des Américains qui a aussi renforcé quelque peu le moral. Les Américains qu'ils redisent, le premier atout, votre premier atout, c'est de croire que vous pouvez gagner. Et puis ensuite, il faut aussi qu'il y ait de bons équipements et puis un bon soutien. Tout cela pourquoi? Parce qu'avec la bataille du Donbass, on a passé une étape dans la guerre. Il faut savoir que là-bas, les deux armées se battent sur une ligne de front qui a été creusée pendant 8 ans par les forces ukrainiennes. Et la Russie, désormais, tente de localiser ces combats dans un point qu'elle juge beaucoup plus faible pour isoler les unités. Donc tout cela pourquoi? Eh bien parce que l'armée ukrainienne dit nous n'allons pas pouvoir mener de contre-offensive si nous ne sommes pas appuyés par l'aviation. Et ça rejoint cette demande incessante faite par le président Volodymyr Zelensky de demander plus d'armement, mais plus seulement des munitions ou des missiles. Désormais, c'est bien des armes lourdes qu'il demande à la communauté internationale. Merci Charline, en direct de Kiev avec Éric Josset. Militairement parlant, général, est-ce que l'Ukraine peut la gagner, cette guerre, ou ne pas la perdre, comme le disait Vincent? Alors, la notion sera qu'est-ce que sera une victoire dans ce contexte? C'est ça. Je ne veux pas tout botter en douche, mais bon. En revanche, il est certain que si l'Ukraine veut prendre un ascendant sur les Russes, il va falloir lui donner un autre équipement que ce qu'elle a aujourd'hui. Et effectivement, elle est quand même en déficit face à l'arme aérienne, c'est une réalité. Oui. Ce qu'on a entendu avec ce qu'allaient fournir les Allemands, c'est-à-dire des armes guépards, c'est-à-dire anti-aériennes, c'est ce qu'il lui faut pour avancer. On va lui proposer des chars. Ça veut dire que, mais une contre-offensive, ça ne se prépare pas en 3 jours. Il faut plusieurs semaines pour réaliser les forces, les équiper, les entraîner, là, faire un corps de manœuvre. Oui. Donc on est quand même dans une guerre pour le temps. Tout dépend de l'efficacité de l'armée russe aujourd'hui qui quand même doit quand même progresser à l'Est. Est-ce que l'armée ukrainienne pourra tenir face à la poussée russe, d'une part? D'autre part, sera-t-elle en mesure de ramener des forces de l'Ouest vers l'Est pour s'opposer et peut-être contre-attaquer? Mais pour ça, il faut des équipements, il faut du temps, il faut former les gens, il faut organiser le commandement. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc on est bien dans une question de durée que je ne peux pas déterminer. En fait, on vit en même temps... de morale des troupes peut-être aussi. Hein. Oui, on vit en même temps une guerre d'usure et une course contre la montre. Notamment dans la livraison des armements, parce que les témoignages qui nous parviennent de la ligne de front du Donbass, à laquelle on faisait allusion à l'instant, c'est quand même qu'il y a des points précis où on n'est pas très loin de la rupture en termes de résistance, à cause de ce matraquage d'artillerie intensif. Alors certes, s'il n'est pas accompagné d'une progression au sol blindée, ça n'est qu'une demi-victoire. Moi, je crois beaucoup au théorème de David et Goliath. Quand on est David, ne pas perdre, c'est gagner. Quand on est Goliath, ne pas gagner, c'est perdre. Et je crois aussi que, historiquement, il y a des victoires dont on ne se relève jamais, en termes symboliques. Et là, recours à la mythologie, on est dans une guerre à la fois hyper moderne et d'avant-hier. C'est la définition même de la victoire à la Pyrrhus. La victoire dont vous ressortez plus faible que vous n'étiez entré dans le conflit. Et à mon avis, c'est ce syndrome-là qui guette Vladimir Poutine et son orchestre. Pour le cas de Mariupol, par exemple? Par exemple, c'est-à-dire que Mariupol va rester historiquement comme l'exemple d'une victoire éclatante annoncée pour hier matin pendant 3 semaines, avec une poche de résistance qui persiste. Et donc, ça va contribuer à l'héroïsation, et je dirais d'une certaine manière... à faire oublier un peu le pédigré ultranationaliste, voire pro-nazi, d'une petite partie, j'y insiste, d'une petite partie des forces de défense. Oui, on est passé du bataillon Azov au régiment Azov. Oui, parce qu'il y a eu une intégration dans la garde nationale, puis dans l'armée. Exactement. Allez-y, Bélian. D'autant plus que, pour répondre à votre question, l'Ukraine peut-elle gagner la guerre? D'une certaine manière, elle a déjà gagné la guerre sur un certain nombre de plans. Hein. Ça a été rappelé, mais sur le plan symbolique, sur le plan de la communication, tout cela, finalement, l'Ukraine a su être beaucoup plus habile, à travers notamment son chef d'État, que la Russie. Donc reste le terrain militaire. Et ce qui est intéressant dans la séquence actuelle, c'est que finalement, lorsqu'on prête attention aux différentes déclarations du côté occidental et du côté russe, on a l'impression quand même que c'est l'option de la guerre, presque totale, qui est en train de prendre forme. Jusqu'à un certain moment, je dirais il y a encore une semaine, 10 jours, on était dans une combinaison du jeu diplomatique et du jeu militaire. Là, j'ai l'impression qu'il y a une concentration et un accord presque unanime pour jouer la carte
militaire et que, d'une certaine manière aussi, finalement, ce conflit soit tranché sur le plan militaire avant même de passer par la case diplomatique. Et c'est un choix très fort, c'est une manière d'assumer aussi, côté américain, ce choix, finalement, de l'arbitrage sur le terrain et par la voie militaire. Est-ce que ça voudrait dire, Anne Kratz, que la visite de M. Guterres à Moscou, chez Vladimir Poutine, pourrait servir finalement à Vladimir Poutine pour sa population, parce qu'on se demandait justement si ces images étaient diffusées ou pas en Russie, pour dire, vous voyez, moi j'essaye la diplomatie, moi j'essaye la négociation, et puis vous voyez bien que sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Oui, enfin c'est un risque à courir, mais Oui. La mission de M. Guterres est extrêmement, éminemment difficile. La seule chose qu'il peut espérer obtenir, ce sont des couloirs humanitaires. Oui. Et c'est à peu près tout. Effectivement, ça sert... Dans un certain sens, ça sert la propagande de Poutine, mais en même temps, cette mission était nécessaire pour le chef des Nations Unies, je le crois en tout cas. Mais moi, je voudrais rebondir sur l'Ukraine peut-elle gagner la guerre. On sent quand même dans les milieux des think tanks américains et des intellectuels américains qui ont une certaine influence, ou qui croient en avoir une en tout cas, qu'il y aurait peut-être une volonté de la part des Américains de laisser, entre guillemets, Poutine avoir le Donbass et le Luhansk. Et donc, on espère, en quelque sorte, c'est peut-être pas très glorieux, mais on espère en quelque sorte que Poutine va s'arrêter là, et ça pourrait être acceptable pour l'OTAN, disons, pas seulement pour les Américains. Évidemment, la difficulté serait, dans ce cas précis, que ce soit acceptable pour la population ukrainienne. Et c'est là où Zelensky est pris entre beaucoup de feux. Oui, c'est ça. C'est la question que je posais au président Porochenko tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est le compromis tacite qui se dessine depuis le début, en vérité. Personne ne l'a reconnu, ni côté russe, ni côté américain, ni côté ukrainien, naturellement. Mais j'ai l'impression quand même que c'est finalement l'espèce de compromis qui se dessine depuis le début du conflit. Oui. Grosso modo, il faudrait sacrifier, c'est le mot, je pense. C'est ce que je lis c'est ce que je retiens, moi, de mes contacts avec l'Amérique. Mais qui reconnaîtra le premier? C'est l'un des enjeux. C'est aussi la question qu'on posait au président Porochenko tout à l'heure, qui disait en creux, après les massacres de Boutcha, les images abominables qu'on a pu voir à Boutcha ou ailleurs, ça devient extrêmement difficile aussi pour la population, bien entendu.